Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum wa rahmatullah. Bonjour tout le monde. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler du condensateur. Pourquoi le condensateur? Parce que c'est un élément essentiel en électronique. Il est utilisé dans une grande variété de circuits électroniques. Pratiquement, il est présent partout. C'est un composant électronique passif, c'est-à-dire qu'il ne peut ni amplifier ni générer un courant ou une tension électrique, et sa fonction principale est de stocker de l'énergie électrique et de la restituer en temps voulu. La construction d'un condensateur, quel que soit son type, repose toujours sur le même principe, c'est-à-dire deux électrodes et un diélectrique. Les électrodes sont les deux armatures ou plaques conductrices d'électricité qu'on voit ici, et le diélectrique est le matériau isolant qui sépare ces deux électrodes, ces deux armatures. Plus la surface de ces plaques est grande, et plus l'énergie stockée est grande. Et de même, plus le diélectrique est fin, et plus l'énergie stockée est grande. Sauf que dans ce cas, la tension maximale supportable diminue. Ainsi, lors de la fabrication, il faut trouver un compromis entre capacité et tension admissible. C'est-à-dire, si je veux une tension élevée, le diélectrique doit être plus épais. Si mon condensateur est destiné à travailler sous une haute tension, son diélectrique doit être plus épais. Mais si je veux une grande capacité, le diélectrique doit être plus fin. C'est pourquoi un condensateur affiche toujours ces deux informations essentielles. La capacité, comme ici 68 microfarads, 220 picofarads, etc. Et la tension, la capacité et la tension maximale d'utilisation. Ici, ce tantal a une tension maximale de 25 volts. Celui-ci, par contre, indique 6000 volts. 630 volts et 400 volts. Pour mesurer la capacité du condensateur, on utilise l'unité de mesure farad. Mais dans la pratique, les condensateurs de plusieurs farads sont peu courants, sauf pour les supercondensateurs, comme ceci. Celui-ci a une capacité de 400 farads, celui-ci a une capacité de 100 farads, sous une tension de 2,7 volts. Ces valeurs de capacité sont énormes par rapport à ces condensateurs classiques. C'est pour ça que pour l'électronique classique, on utilise les sous-multiples du farad. Nous avons le microfarad qui est équivalent à 10 puissance moins 6 farad. Nous avons ce condensateur de 68 microfarads. Nous avons le nanofarad équivalent à 10 puissance moins 9 farad, comme ce condensateur ici, 47 nanofarads, 1000 volts. Et nous avons le picofarad, 10 puissance moins 12 farad, comme on le voit sur ce petit condensateur de 33 picofarads, 50 volts. Il existe deux grandes familles de condensateurs. Les condensateurs polarisés, polarisés ça veut dire qu'ils ont un sens de branchement, et les condensateurs non polarisés, c'est-à-dire qu'on peut brancher dans n'importe quel sens. Et le symbole électrique est le même pour tous, c'est-à-dire deux traits parallèles, symbolisant les électrodes et le diélectrique, et deux traits pour les connexions. Le symbole du condensateur polarisé, par contre, se distingue par la présence du signe plus. Et c'est ce signe plus qui, dans les schémas électroniques, indique le côté qui doit être branché au pôle positif de la source de tension, ou de la source d'alimentation, si vous voulez. Et si on ne respecte pas sa polarité ou sa tension de service, il sera négatif. En ce qui concerne les modèles de condensateurs polarisés, nous en avons deux. Nous avons les électrolytiques aluminium, qu'on appelle couramment les condensateurs chimiques, qu'on voit ici, et qui sont également disponibles en technologie CMS. CMS, ça veut dire composant monté en surface. Et en anglais, SMD, ça veut dire Surface Mount Device. L'autre modèle, ce sont les condensateurs au tantal, et aussi sont disponibles en technologie CMS. En pratique, les condensateurs au tantal ont leur côté positif, marqué par le signe plus, ou par un trait pour les CMS. Par contre, les condensateurs polarisés chimiques, les condensateurs électrolytiques, ont leur côté négatif marqué, soit par le signe moins, comme ici, soit par un trait pour la technologie CMS. En ce qui concerne les modèles de condensateurs non polarisés, il en existe plusieurs.
Nous avons les céramiques, ce sont les plus courants. Nous avons ici les céramiques de cette couleur qui sont généralement à basse tension, jusqu'à 50 ou 100 volts. Et nous avons les céramiques à haute tension, qui ont leur couleur typique bleue, qu'on appelle céramique à haute tension. Nous avons les condensateurs à film plastique, et il y en a de plusieurs sortes, selon le plastique qu'ils utilisent pour le diélectrique. Nous avons le polyester, le propylène, le polypropylène, etc. Le polyester métallisé, etc. Nous avons un autre type, un autre modèle, ce sont les condensateurs au mica. Le mica, c'est une roche, généralement noire. Ce modèle utilise le mica comme diélectrique. Nous avons les condensateurs à air, comme celui-ci, qu'on appelle couramment CV, condensateur variable, et qu'on trouve dans les anciens postes radio. En tournant l'axe de cette armature, on augmente ou on diminue la capacité du condensateur. Le diélectrique ici, c'est de l'air. Et enfin, nous avons les condensateurs à papier. C'est une ancienne technologie qui tend à disparaître. En ce qui concerne la construction, les condensateurs sont réalisés sous différentes formes physiques qui dépendent essentiellement de la nature du diélectrique utilisé, de l'environnement d'utilisation, c'est-à-dire la tension de service, la fréquence de service, la température du milieu, etc. Et aussi du mode de montage, s'il est traversant, c'est-à-dire sur plaquettes à trous, comme on le voit ici, ou bien soudé en surface pour les CMS. Selon ces critères, les armatures, c'est-à-dire les plaques et le diélectrique, sont disposées selon 3 techniques principales. Une première technique s'appelle la structure enroulée, où les couches sont enroulées sur elles-mêmes, comme le montre cette figure. Et nous avons ce premier modèle où les 2 bornes sortent du même côté du composant. On appelle ça la construction radiale, ce qui est très courant pour les chimiques, les condensateurs chimiques et les petits condensateurs à film. L'avantage, c'est qu'ils sont parfaits pour un montage vertical sur circuit imprimé. Et le deuxième modèle de cette technique, c'est la structure axiale, où nous avons une connexion de chaque côté dans l'axe du corps du composant. Et cette construction est utilisée surtout pour les chimiques axiaux et les gros condensateurs à film. Leur avantage, c'est qu'ils sont parfaits pour un montage horizontal. La deuxième technique utilisée, c'est la structure enroulée, où les plaques sont simplement superposées les unes sur les autres. Et cette technique est utilisée surtout pour les condensateurs céramiques circulaires. Et comme on le voit sur ces 2 coupes, on voit exactement les électrodes métalliques, le diélectrique accolés, superposés l'une sur l'autre, avec les connexions soudées de chaque côté. La troisième technique utilisée s'appelle la structure empilée. La structure empilée ou la structure en millefeuille. Ici, comme on le voit sur cette figure, nous avons une alternance régulière des plaques et des diélectriques. Une alternance régulière, c'est-à-dire diélectrique, plaque positive, diélectrique, plaque négative, diélectrique, etc. Cette technique est très utilisée pour la construction des condensateurs à film multicouches, ou MML, et les céramiques multicouches, ou MLCC, qui sont des composants de surface, CMS. Pour résumer ce chapitre, on peut dire que chaque méthode de construction influence directement la capacité obtenue, la tenue en tension, la stabilité thermique et le comportement en haute fréquence. Et pour terminer ce chapitre, je vous invite à parcourir ce tableau dans lequel on compare les avantages et les inconvénients. Les avantages et les inconvénients de ces types de condensateurs, les électrolytiques, les tantales, les condensateurs à fil, polyester, polypropylène, PTFE ou Teflon, et les céramiques. Par exemple, l'avantage des électrolytiques, c'est qu'ils ont une très grande capacité. Donc ils sont très utilisés pour le filtrage des alimentations. Et leur inconvénient, c'est qu'ils sont polarisés, forte dérive dans le temps, durée de vie limitée à cause de l'électrolyte, et ils sont peu adaptés en haute fréquence. Par exemple, les céramiques, ils sont très compacts, surtout les CMS, faible perte, ils sont excellents en haute fréquence et idéal pour le découplage. Mais l'inconvénient, c'est que leur capacité reste faible et ils ont une dérive de capacité avec la température et la tension. Voilà. Faisons maintenant un peu de pratique.
Je vais commencer par une première manipulation. J'ai un condensateur de 4700 microfarads et je vais le mesurer avec un multimètre. Le multimètre est réglé sur le calibre capacimètre, avec cette touche qui symbolise le condensateur. Mon condensateur de 4700 microfarads est bien déchargé. Il faut le décharger. On le décharge en court-circuitant ces deux bornes, soit directement, soit à travers une résistance de faible valeur, de 10 à 20 ohms. Je branche les deux bornes en multimètre et j'attends que la mesure se stabilise. Voilà. On voit que la mesure donne 4869 microfarads. Donc avec la tolérance, une tolérance de 10 à 20%, on peut dire qu'on est dans les normes. C'est-à-dire que notre condensateur est bon. Maintenant, voyons ce qui se passe si je mets un deuxième condensateur de 4700 microfarads en série avec le premier. On attend que la mesure se stabilise. Voilà, la mesure est stabilisée et donne 2409 microfarads. On retient ce nombre. Et maintenant, voyons ce qui va se passer si je déplace ce condensateur et je le place en parallèle, non pas en série, mais en parallèle avec le premier condensateur. Et la mesure nous donne 9789 microfarads. On va résumer tout ça avec ce schéma. Dans la première manipulation, on a mesuré avec un capacimètre, on a mesuré un condensateur marqué 4700 microfarads. Et en réalité, on a trouvé une valeur de 4869 microfarads. Pourquoi? Ceci est dû à la tolérance. Pour un condensateur électrolytique, la tolérance est généralement entre 10 et 20%. Donc cette valeur trouvée indique que le condensateur est bon. Parce qu'une tolérance de 10% donnera une valeur entre 4230 et 5170, et une tolérance de 20% donnera une valeur entre 3760 et 5640 microfarads. Lors de la deuxième manipulation, on a placé deux condensateurs de 4700 microfarads en série, et la mesure a donné 2409 microfarads. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que, contrairement aux résistances placées en série, qui voient leur valeur s'ajouter, les condensateurs en série auront une valeur égale à C1 fois C2 divisé par C1 plus C2. Avec nos deux condensateurs de 4700 microfarads, nous aurons comme résultat 2350 microfarads. Et si on met plusieurs condensateurs en série, la valeur totale sera trouvée par cette formule. C équivalent est égal à 1 sur C1 plus 1 sur C2 plus 1 sur C3 et ainsi de suite. La question que vous devez vous poser est à quoi ça sert de placer des condensateurs en série? Eh bien, quelquefois, j'ai besoin d'un condensateur d'une certaine tension, disons un condensateur de 100 volts, mais je n'ai que des condensateurs d'une tension maximale de 50 volts. Alors j'en mets deux en série. Et de cette façon, leur tension s'additionne. 50 plus 50 égale 100 volts. Par contre, leur capacité sera divisée selon cette première formule. C1 fois C2 divisé par C1 plus C2. Durant notre troisième manipulation, on a mis les deux condensateurs en parallèle. Et cette fois-ci, leurs valeurs vont s'ajouter. On a mesuré 9789 microfarads et leur valeur est donnée par la formule. Capacité équivalente égale C1 plus C2. Tout au début de la vidéo, j'ai dit que la fonction principale du condensateur est de stocker de l'énergie électrique et de la restituer en temps voulu. Eh bien, on va voir cela avec une animation sur Proteus, dont voici le schéma. D'abord, on va charger le condensateur en le connectant à une source de tension. Ici, la tension est égale à 12 volts. Ensuite, on le décharge en le connectant à une charge. Ici, la charge est une lampe. Je lance la simulation. On peut voir que le condensateur est déchargé, mais en fermant l'interrupteur, le condensateur commence à se charger rapidement avec un fort courant. Mais au fur et à mesure que la tension aux bornes du condensateur augmente, le courant diminue jusqu'à s'arrêter complètement.
J'ouvre l'interrupteur, mais le condensateur restera chargé. Passons maintenant à la décharge. Vous allez remarquer que dès qu'on établit le contact, un fort courant traverse la lampe et la tension en borne du condensateur chute rapidement. Mais tout de suite après, la vitesse de décharge baisse énormément. Allons-y, contact. Voilà. Et déjà la tension en borne du condensateur est déjà à 0 volts. Mais le courant est encore présent, il circule à travers la lampe. Le condensateur n'est pas complètement déchargé. On attend l'annulation du courant. Et voilà, le courant est nul. Bon, encore une fois, on charge le condensateur. On arrête la charge et on le décharge à travers la lampe. Charge et décharge. Et tout à l'heure, on a vu un comportement particulier du condensateur lors de sa charge et décharge. On a vu qu'il débute avec un fort courant, mais tout de suite après, il ralentit. Et ce courant diminue au fur et à mesure que la tension aux bornes du condensateur augmente. Eh bien, ce comportement particulier, c'est une propriété fondamentale de tout circuit RC, c'est-à-dire résistance condensateur. C'est une propriété qui décrit la rapidité avec laquelle un circuit RC réagit à un changement de tension. Ce comportement s'appelle la constante de temps RC. Qu'est-ce que la constante de temps RC? Eh bien, la constante de temps RC est une relation fondamentale qui détermine la vitesse de charge ou de décharge d'un condensateur à travers une résistance. Cette figure montre un circuit RC. Le condensateur peut se charger à travers cette résistance si on le connecte à cette source de tension. Mais sa vitesse de charge dépend de sa constante de temps, qui est égale au produit R fois C. Et elle est symbolisée par la lettre grecque tau. Donc tau égale RC, avec tau exprimé en secondes, R en ohm et C en farad. Cette constante de temps RC représente le temps qu'il faut au condensateur pour atteindre 63,2% de la tension finale lors de sa charge, ou bien pour atteindre 36,8% de sa tension initiale lors de sa décharge. Pour parler de ça plus pratiquement, nous avons dans ce circuit RC un condensateur de 10 000 microfarads et une résistance égale à 100 ohms. Combien de temps faut-il à ce condensateur pour atteindre 63,2% de la tension? Eh bien, avec tau égale RC, nous aurons 100 ohms multiplié par 0,01 farad égale 1 seconde. Cela veut dire qu'au bout d'une seconde, la tension aux bornes du condensateur sera égale à 7,58, 7 volts 58. D'où vient ce 5 volts 58? Ce sont tout simplement les 63,2%. 63 fois 12 volts divisé par 100 égale 7,58 volts. Avec 7 volts 58, le condensateur n'est pas complètement chargé. Pour continuer la charge, je dois attendre une autre constante de temps, c'est-à-dire une autre seconde. Donc après 2 taux, c'est-à-dire 2 secondes, le condensateur atteindra 86,5%, c'est-à-dire 10,38 volts. Et après 3 taux, 3 constantes de temps, on arrive à 95%. Après 4 taux, on atteindra 98,2%, c'est-à-dire 11,78 volts. Et après 5 taux, on arrive à 99,3%, c'est-à-dire presque 12 volts. En pratique, on considère que le condensateur atteint sa tension finale après un temps égal à 5 taux. Donc avec le circuit précédent qu'on a vu tout à l'heure, pour charger le condensateur complètement, il nous faut 5 taux, c'est-à-dire 5 secondes, pour être chargé complètement. Et si on change la résistance, on la remplace par une autre de 1 kΩ, la constante de temps va bien sûr changer, elle sera égale à 10 secondes, c'est-à-dire 1000 fois 0,01 farad égale 10 secondes. C'est-à-dire que le condensateur atteindra 7,58 volts au bout de 10 secondes. Et pour le charger complètement, il nous faut 5 taux, c'est-à-dire 50 secondes. Ce condensateur donc atteindra la tension de 11,9 volts au bout de 50 secondes.
Au lieu de changer la valeur de la résistance pour changer la constante de temps, on peut aussi changer la valeur du condensateur. Par exemple, pour un condensateur de 100 microfarads, il sera chargé complètement après 0,5 secondes. Et pour charger un condensateur de 470 microfarads, il nous faut 2,35 secondes. Et pour charger un condensateur de 1000 microfarads, à travers une résistance de 1 kg, il nous faudra 5 secondes de temps. Avant de terminer ce chapitre, on fera quelques remarques importantes sur ce qu'on a vu. Quand la résistance est multipliée par 10, la constante de temps est aussi multipliée par 10. Avec 100 ohms et 10 000 microfarads, si la source de tension est 12 volts, le courant initial serait 12 divisé par 100 égale 120, c'est-à-dire le courant sera égal à 120 mA. Le courant initial, le courant de démarrage, le courant de charge serait de 120 mA. Alors qu'avec une résistance de 1 kΩ, le courant sera égal à 12 mA. Donc la résistance ici joue un double rôle. Elle agit non seulement sur la vitesse de charge, mais aussi sur le courant initial. Tout ce qu'on a dit à propos de la charge du condensateur est aussi valable pour la décharge. Après une constante de temps, le condensateur atteindra 36,8% de sa tension initiale, c'est-à-dire pour 12 volts, ça sera 4,4 volts. Et après 5 taux, le condensateur atteindra 1% de sa tension initiale, c'est-à-dire 120 millivolts. Donc après 5 taux, le condensateur est considéré comme complètement déchargé. Voilà. Et pour illustrer ce qu'on vient de dire, je vous propose cette expérience. Pour cette expérience, j'ai un condensateur de 10 000 microfarads en série avec une résistance de 100 ohms. Aux bornes du circuit, je branche une alimentation de 12 volts. Et sur les bornes du condensateur, je branche un voltmètre pour voir l'évolution de la tension. Lorsque je démarre l'alimentation, je démarre en même temps le chronomètre pour voir le temps qu'il faut au condensateur de se charger à 99% de la tension, c'est-à-dire 11 volts,8. Alors, prêt? Top. Voilà. Donc, il faut à peu près 5 secondes pour atteindre 99% de la tension de charge. Je vais maintenant décharger le condensateur. Et je vais remplacer la résistance de 100 ohms par une résistance de 1 kg. Et on va voir ce qui va se passer. Je réinitialise le chronomètre et top. Donc maintenant, j'attends d'avoir les 11 volts,8 pour arrêter le chrono. Voilà. Donc nous avons à peu près 50 secondes. Donc 5 secondes pour charger le condensateur avec une résistance de 100 ohms en série. Et maintenant nous avons 50 secondes pour charger le condensateur avec une résistance de 1 kg en série. Dans une prochaine vidéo sur les condensateurs, on parlera de quelques domaines d'application, comme par exemple le filtrage, les filtres passe-haut et passe-bas, le couplage, le découplage, les temporisations, les oscillateurs, le stockage, etc. En attendant, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de commenter. Et aux nouveaux venus, je leur souhaite bienvenue et je leur demande de s'abonner s'ils ne l'ont pas encore fait et d'activer la clochette pour ne pas rater les futures vidéos et de cliquer sur j'aime en signe d'encouragement. Merci.